Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent via Internet sur le site du CEA, sur la chaîne YouTube du CEA, sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier et également sur le site de l'Esprit Sorcier. Avec Xavier Clément, le directeur de la communication du CEA, nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà, on va vous présenter un petit peu notre PAX. Puisque le CEA et l'Esprit Sorcier se paxent. Aujourd'hui, on va tout vous raconter. Je voudrais d'abord vous dire un petit mot sur ce site qui vous paraît peut-être un peu insolite, sur lequel l'Esprit Sorcier est installé depuis un an. Quand on a ouvert le site, vous êtes sur le site qui s'appelle aujourd'hui Les Grands Voisins. C'était avant l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, la plus grande maternité de Paris d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça a été transformé à la fois dans un lieu qui accueille des personnes en difficulté pour se loger, et également c'est une sorte de pépinière d'entreprises solidaires, de start-up, d'associations. Et c'est un endroit situé au cœur de Paris quand même. On est à d'Enfer Rochereau, qui est vraiment intéressant, avec une bonne synergie entre toutes les entreprises qui sont là. Voilà. Donc nous, l'Esprit Sorcier, on est installé ici depuis qu'on a ouvert le site il y a un an. L'Esprit Sorcier, en quelques mots, c'est, allez, on va dire, la suite sur Internet de ce qu'était l'émission C'est pas sorcier, que j'ai eu la chance de faire avec mon camarade Jamy pendant 20 ans sur France 3. Et puis quand ça s'est arrêté, avec toute une partie de l'équipe de C'est pas sorcier, notamment Pascal Léonard qui est aux manettes ici, qui est un des premiers réalisateurs de l'Esprit Sorcier, avec Joël Guillemet qui est notre administrateur, et avec toute une d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et puis, avec toute une équipe de jeunes qui nous a rejoints, on a décidé de lancer l'Esprit Sorcier. Donc, c'est un site, comme son nom l'indique, qui est dans l'esprit de C'est pas sorcier. Nous sommes un site pédagogique, éducatif, à destination de tous les publics. Nous faisons ce que l'on appelle vulgairement de la vulgarisation scientifique. C'est un mot qui nous convient et qu'on accepte complètement. Pour tous les publics, mais tout particulièrement aussi, ça nous touche, là, surtout avec Internet, parce que ça s'y prête bien. On aime bien travailler avec les enseignants et avec les jeunes et avec les étudiants, et on espère que ce site, justement, d'ailleurs comme vous le faites vous au CEA, que tous ces outils et ces ressources vous soient utiles, c'est notre objectif. Alors l'autre chose aussi qu'il faut dire quand même, c'est que l'Esprit Sorcier, c'est un site qui est gratuit et qui est sans pub. Je ne sais pas si on a fait le bon choix, mais ça nous plaît bien. C'était notre philosophie au départ, c'est que la connaissance soit accessible à tous. Alors évidemment, pour faire ça sur Internet, vous allez me dire comment on fait. Eh bien, on essaye de trouver des modèles économiques qui sont un petit peu nouveaux. Et celui qu'on a choisi, nous, il s'appuie essentiellement sur des partenariats avec des organismes de recherche. C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, et le CEA, qui est l'un de nos premiers partenaires. Donc avec des organismes de recherche, mais aussi avec des centres de culture scientifique et technique. On a des partenariats avec Vulcania, avec d'autres. Bon, Ifremer fait partie aussi de nos partenaires. Et puis bien d'autres aujourd'hui, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. On va créer un grand événement les 8 et 9 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, où avec 15 organismes et établissements de recherche, nous allons faire 2 jours de grandes manifestations. Ça commencera d'ailleurs le vendredi après-midi, le 7, également avec le ministère. Donc voilà, on a voulu être gratuit, on essaye de trouver un équilibre économique, et notre meilleure façon, nous pensons aujourd'hui, c'est à la fois d'organiser des événements scientifiques, grand public, comme nous allons le faire à la Cité des Sciences, et de trouver des partenariats avec des partenaires comme le CEA, où nous avons, je pense, les mêmes envies, les mêmes objectifs, c'est de transmettre la connaissance. Voilà, Xavier, je vous laisse la parole. Bien, merci Fred. Bonjour et bonsoir plutôt à tous et à toutes, y compris sur Internet, sur nos différents réseaux de diffusion d'informations vidéo. Comme vous l'avez dit, effectivement, on m'a laissé un peu de temps pour présenter pourquoi le CEA est là. Le CEA, qui est un organisme de recherche publique, qui travaille dans beaucoup de domaines, qui fait de la science pure, qui fait de la recherche technologique, qui travaille dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé. Pourquoi il fait ce partenariat avec l'Esprit Sorcier? Alors, d'abord, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en un temps le plus raisonnable possible, c'est que ça fait partie de nos missions. C'est-à-dire, au-delà de notre mission
de recherche au profit de notre pays, nous avons aussi une mission d'action pédagogique, c'est-à-dire que nous devons contribuer avec tous les autres organismes, avec le ministère, avec des entités comme la vôtre, à diffuser et à valoriser la culture scientifique, à essayer de réattirer les jeunes dans les filières scientifiques. Et donc, cette mission, nous y sommes très attachés. Alors, le deuxième point, c'est que pour nous, finalement, c'est pas très compliqué d'assumer cette mission, parce que historiquement, le CEA a été fondé il y a longtemps. Quand je vois ce jeune homme, pour lui 70 ans, c'est quand même un horizon très éloigné. Mais quand nous avons été créés, avec en gros des savants et des enseignants de l'époque. Si je résume, avec les mots de l'époque, le CEA était constitué avec des savants, des chercheurs et des enseignants. Et que cette tradition et cette volonté, j'allais dire quasiment individuelle, même si elle est devenue collective, de faire connaître, de diffuser les savoirs scientifiques auprès des jeunes, en appui des enseignants, etc., et un peu dans l'ADN et dans les gènes du CEA. Et donc, finalement, quand on nous a confié cette mission de manière explicite, ça a été assez facile parce qu'on était un petit peu né pour ça, programmé pour ça, et j'allais dire, philosophiquement, avec les valeurs qui nous soutiennent, c'était pas très compliqué de conduire cette mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Donc, ça explique pourquoi finalement on travaille ensemble. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Au-delà donc de nos recherches, nous menons effectivement à destination des jeunes et du grand public un certain nombre d'actions. Et avec ce qui est très important, c'est que ce sont vraiment les chercheurs. Il y en a aujourd'hui là, ce soir dans la salle. Il y en a qui ont contribué, qui ont aidé à constituer les contenus que vous avez mis en ligne. Et je rappelle quand même que ce soir, nous fêtons d'une certaine manière la première production concrète Absolument. de notre partenariat. On en verra des exemples tout à l'heure avec le premier thème qui est celui de la supraconductivité. Donc que ce soit sur votre site, que ce soit sur le nôtre, avec la part congrue qui permet d'expliquer à tous ce qu'est la supraconductivité et ses enjeux. Et ses enjeux, je pense qu'on le verra. On va le développer. On le verra tout à l'heure. On va vous montrer, on vous fera pas tout le dossier, mais on va vous montrer les grands points. Ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que ce soir, au-delà d'une espèce de célébration d'un partenariat, lui, il est signé depuis assez longtemps finalement, et on a les vraies productions concrètes. Et moi, qui les ai vues il y a à peu près 2 jours, je pense que c'est vraiment à la hauteur de nos attentes et de la qualité finalement qu'on pouvait espérer de vos équipes par rapport à votre expérience, j'allais dire très ancienne et très fructueuse dans la capacité à faire passer le message de la science, de ses enjeux et les explications qui vont avec. Donc ça, je tenais à le souligner au début de ma présentation. J'expliquais que nous avions une mission donc de service public en termes de diffusion de la culture scientifique et technique. Et bien entendu, les premiers que nous essayons d'appuyer, parce que nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des pédagogues, nous pouvons aider à la vulgarisation, ce sont les enseignants. Et donc, notre premier devoir, c'est d'être capable de produire des contenus en accord et en phase avec les attentes des enseignants, les programmes scolaires. D'ailleurs, on a des enseignants qui viennent chez nous, je vois François ici, donc qui viennent nous apporter cette compétence, cet éclairage, qui permet de caler finalement les productions qu'on fait, celles que nous faisons à propre, éventuellement celles que vous faites vous dans votre domaine, de les caler par rapport aux attentes des enseignants et par rapport au programme. Donc ça, je pense que c'est important parce que je ne pense pas qu'on puisse, nous, en tant qu'organisme public de recherche, malgré les grandes qualités de nos chercheurs, s'instaurer pédagogue. Il faut vraiment que nous ayons un appui, un éclairage qui nous permet de caler ce que nous produisons et de ce que nous voulons diffuser par rapport aux attentes des enseignants et aux besoins des élèves. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, les ressources pédagogiques du CEA, je vais faire quelques statistiques parce que on en est très fiers. C'est quand même plus de 25 000 élèves du premier et du second degré, ainsi que les enseignants qui les accompagnent souvent, hors fréquentation de notre site web. Qui sont finalement utilisateurs de ces ressources pédagogiques tous les ans. Toutes catégories confondues, ça fait à peu près 100 000 personnes, dont 25 000 personnes pour un espace muséographique, pour un musée qu'on a sur un de nos centres de province, qui s'appelle le Visiatome, qui porte son nom, vous voyez bien la partie atome, du CEA à Marcoule, et qui donc est capable d'absorber, d'attirer, de faire venir 25 000 personnes tous les ans,
donc dans le sud de la France, y compris pendant l'été. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui démontre que d'une part, nous répondons à la mission qui nous a été confiée, mais surtout que nous restons attractifs et que les gens viennent dans un certain nombre d'espaces que nous dédions justement à cette présentation au public de l'explication des enjeux de nos recherches, de nos résultats de recherche, etc. Donc voilà, donc on voit qu'on touche à peu près 100 000 personnes. Oui, pardon, excusez-moi, il faut qu'on me mette dans la lumière, parce que sinon je vais aller du côté obscur. Voilà, donc restons dans la lumière. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'était un petit peu faire le point des ressources multimédia que le CEA met aussi à disposition du public, de la même manière que vous, gratuitement. Alors, nous, c'est un choix, j'allais dire, quasiment obligatoire. En tant qu'organisme public, il ne serait pas envisageable que nous fassions payer ce que nous produisons et l'accès à ce que nous produisons. Donc ce n'est pas un choix économique, je pense que c'est un enjeu sociétal. Nous sommes un organisme public et nous devons de mettre à disposition du public, des élèves, de leurs profs, des adultes, du public en général, ces éléments qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux de nos recherches et de comprendre les résultats de nos recherches et la manière dont finalement ils peuvent aider à répondre à certains des enjeux sociétaux qui préoccupent tout le monde. Alors, cette médiathèque qui comprend plus de 600 ressources multimédia, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui nous voient là sur YouTube, d'y aller juste après cette séquence, parce que CEAFR, c'est facile d'y aller et vous verrez tout ce qui était mis à votre disposition. Dans ces ressources, c'est plus de 100 vidéos, des reportages dans les labos, des conférences de chercheurs, des interviews, etc., des vidéos sur les métiers de la science qui expliquent, voilà, et les métiers, pas que de grands savants, des métiers d'ingénieurs, mais aussi des métiers de techniciens, tous les métiers qui contribuent finalement à la capacité du CEA et des organismes de recherche à réaliser leurs recherches. Il faut une sociologie très large, il faut des compétences très larges. Et donc tout ça, nous essayons de le mettre en avant pour expliquer aux jeunes qu'on peut, de différentes manières, dans les choix qu'on peut faire de ces métiers, dans ces études, contribuer à la recherche, par plein de biais différents. Et ça, je pense que cette approche de présentation des métiers est aussi importante pour, justement, pour les enseignants qui sont très demandeurs, pour expliquer aux enfants, finalement, aux jeunes, comment on peut arriver finalement à travailler dans une équipe de recherche, même si on n'est pas un grand savant ou un grand chercheur. Je pense que c'est très, très important de le faire connaître. Il y a aussi plus de 300 photos. On a une photothèque sur les énergies, les technologies de l'information, sur l'environnement, la santé, l'univers, la défense. Donc il y a des quiz, des webdocs. Oui, vous avez des jeux aussi. Voilà, voilà, on a des jeux. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vous invite tous à aller les voir. Si vous ne connaissez pas, allez-y, ruez-vous. C'est pour vous, c'est gratuit. Et nos équipes les font avec le seul plaisir que ce soit vu, utilisé et apprécié. Voilà. Et faites-le nous savoir. Sur le site, on peut toujours nous faire des remarques positives, négatives, mais nous attendons que vous nous fassiez savoir ce que vous en pensez. Et puis, il y a plus de 100 animations. Alors ça, ce sont donc un peu comme ce que vous faites, vous, dans votre domaine de compétences, des animations pédagogiques également sur les sciences et les technologies. Et je pense que c'est sur la base de ce que nous avons vu que vous produisiez, sur notre expérience dans ce domaine, que nous avons trouvé qu'il aurait été aberrant finalement qu'on ne rejoigne pas nos efforts et qu'on ne partage pas les efforts et qu'on ne mutualise pas un certain nombre de productions. Et honnêtement, vu le premier résultat, on ne peut qu'en être très satisfait. Et ça augure bien, je pense, du futur dans ce domaine. Voilà. Donc ça, c'est le point sur nos ressources multimédia. Alors, je suis désolé, c'est pas très télévisuel, mais je tourne les pages. Alors sur le web, on a aussi un espace dédié aux enseignants. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nos productions, qu'elles soient en collaboration ou qu'elles soient scénarisées par nous-mêmes et produites par des gens du métier, ça représente plus de 500 ressources pédagogiques. Et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, essayent d'être calées par rapport aux attentes des enseignants et calées par rapport au programme. Et ça, c'est fait par niveau scolaire, c'est fait par matière, SVT, physique, chimie, technologie, aussi énergie, radioactivité, tout un tas de sujets qui sont au programme et qu'il faut aborder. Et par nature de support, les multimédias, animation, édition et documents. Alors parfois c'est les mêmes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement pour les enseignants, c'est que les premiers relais de notre site et de ces mises à disposition de ressources multimédia
ce sont les enseignants. Parce que les enseignants, d'après ce que nous savons, d'après ce qu'ils nous disent quand nous les rencontrons, ont besoin de trouver de l'aide, de trouver des contenus qui leur permettent d'intéresser les gamins à la science, à la technologie et de servir de support à leur action d'enseignant, donc leur action pédagogique, leur métier. Voilà. Et donc nous sommes très fiers, et pour l'instant on a des retours plutôt positifs de ceux que nous connaissons et que nous interrogeons sur la manière dont ils utilisent ces ressources pédagogiques. Pour l'instant, nous sommes très fiers de voir qu'ils les utilisent, ils en sont très contents et redevables du fait que nous leur mettions à disposition ce type de support. Donc, ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est vraiment un retour amical qu'ils nous font, et donc ça permet, moi, à mes équipes, de poursuivre justement ce travail, qui n'est pas un travail simple, mais qui permet de mettre à disposition des contenus pédagogiques du meilleur niveau et surtout le plus utile pour les enseignants et pour leurs élèves. Ensuite, toujours dans le web, on a un certain nombre de rubriques, et en particulier, on voit ici donc ce qu'on appelle l'espace jeune. Alors, ces 4 rubriques, alors, c'est important parce que ça permet, on a essayé de trouver aussi les moyens, parce que c'est pas simple quand les élèves y vont d'eux-mêmes, et non pas quand le prof leur dit allez voir sur le site du CEA, parce que ça, en général, ils sont assez obéissants, ils y vont, puis le prof leur dit où il faut aller. Par contre, quand il y en a qui vagabondent, qui cherchent, on a essayé de trouver aussi une manière de ranger les choses sur le site web qui leur permet de se guider. Donc ça paraît tout bête, mais on a essayé de trouver le meilleur guide possible, donc avec des rubriques du genre s'informer, réviser. Réviser, ça peut être obsessionnel pour les élèves, donc ils ont besoin de pouvoir réviser des choses et pouvoir être au meilleur niveau pour pouvoir dire des choses intelligentes sur un certain nombre de sujets qui sont parfois pas simples. Il y a l'aspect multimédia édition, et puis il y a la découverte des métiers scientifiques. Comme je disais tout à l'heure, c'est important, c'est que les métiers de la science, les élèves et les enseignants cherchent des moyens de valoriser ces métiers par l'exemple. C'est-à-dire que nous, on fait parler nos chercheurs, nos techniciens, etc. Et on essaye de leur faire expliquer aux élèves qui ne sont pas tous été premiers de la classe, mais qui se sont corrigés, et qu'ils ont bossé, ils sont devenus au meilleur niveau de l'excellence, qu'il y a eu différentes filières. Donc tout ça, finalement, je pense que pour les élèves, c'est important de voir cette expérience, entre guillemets, d'adulte, même si ceux de nos chercheurs qui parlent, en général, ils ont autour de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si vieux que ça, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais c'est important parce qu'il y a cette espèce d'identification possible, et ils se rendent compte que finalement, des voies sont possibles. Et je pense qu'aussi, dans une période difficile, pour trouver du boulot, pour trouver sa voie, il est important d'éclairer le plus efficacement possible, en appui des enseignants, les élèves, sur les différentes filières qui peuvent s'ouvrir à eux. Et j'allais dire eux et leurs parents, parce que les plus inquiets en général, ce sont les parents. Donc on essaye aussi de mettre à disposition ces moyens qui permettent de se faire une idée de ce que c'est le métier de la science, et surtout le démythifier. Alors oui, il y a les grands savants, il y en a qui va parler tout à l'heure, mais il y en a. Mais il n'y a pas que des grands savants, il faut de tout pour faire un monde, et la recherche est un patchwork, j'allais dire, humain, où tout le monde peut trouver sa place, s'il est attiré, s'il fait la bonne filière, et s'il essaye donc de s'inscrire dans une démarche collective, qui est une démarche finalement de progrès, de connaissance. Voilà. C'est ça nos valeurs. Et puis, il y a les 6-12 ans. Bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais on a une rubrique 6-12 ans, tu dois être dedans, toi. Oui, rentre dedans. Tu dois rentrer pile dedans. Donc je t'invite à aller voir la rubrique 6-12 ans, parce que je pense que tu y trouveras des choses qui sont, j'en suis sûr, capables de t'intriguer, de te passionner et de t'éclairer. Voilà, alors ça c'est le web. On a encore le dernier point sur le web, parce que je répète que beaucoup de nos productions sont aussi en ligne sur le web, y compris des productions papier. C'est des fiches l'essentiel sûr. C'est-à-dire que le CEA a la chance, finalement, par rapport à ses missions, d'être, j'allais dire, d'avoir des experts dans plein de domaines, dans la santé, dans le nucléaire, dans la défense, dans la microélectronique. C'est large. Hein. On a un spectre assez large dans les énergies renouvelables, etc., dans le solaire. Vous avez vu l'INES, donc ça c'est une réalité. Ouais. Le Soleil fait du nucléaire, mais aussi du solaire. Et c'est un des premiers organismes qui travaille sur le solaire et qui développe des technologies justement pour essayer de développer une industrie française dans ce domaine, parce que ça c'est un enjeu important pour nous. Et qu'on met à disposition, parce que nous avons tous ces experts, y compris des savants, hein, sur des sujets très complexes, hein, des fiches l'essentiel sûr. Voilà, donc quelqu'un veut l'essentiel sur quelque chose que le CEA traite, à mon avis, va le trouver. Alors on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, on ne parle pas de ce que
font les autres. Mais au moins dans les domaines qui nous concernent, nous mettons à disposition ces fiches essentielles sûres. Et puis il y a bien entendu, mais ça reprend un peu ce que je disais auparavant, un certain nombre de dossiers multimédia thématiques pour approfondir et comprendre un certain nombre de sujets, les énergies du XXIe siècle, l'atome, le laser, l'homme, les rayonnements, etc. Donc tout ça est disponible. Alors parfois ça peut être la même chose, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure est un support qui peut servir aux enseignants pour le programme de 3e, mais qui peut aussi servir dans les dossiers thématiques ou dans l'essentiel sûr. Voilà, donc on essaye, nous, de ranger toutes ces choses-là pour que par différents points d'entrée, les gens puissent accéder finalement à un certain nombre de contenus pédagogiques qui leur permettent de répondre à leurs questions, qu'elles soient en termes d'enseignants, en termes d'élèves, ou en termes de citoyens qui veut s'éclairer sur un sujet qu'il ne connaît pas et qui lui permettra peut-être de prendre une meilleure décision quand il aura à faire un choix pour ou contre, c'est pas notre problème. Mais au moins, nous, notre devoir, c'est de l'éclairer. Le but, c'est de lui donner les clés pour se forger son opinion. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le rôle sur le web de ces fiches essentielles sûres et sur ces dossiers thématiques. Alors maintenant, je vais passer à un autre sujet. C'est les éditions. Alors, on a pris un exemple, parce qu'on a beaucoup d'éditions au CEA. Ça, c'est pas le même transparent que j'ai sur mon papier, là. Ça, c'est... Donc j'ai dû me planter en tournant une page. Voilà. Alors, ça donne un panorama. Oui, on a fait sur une page un panorama de tout ce que nous produisons. Il y a quelques exemples ici, hein, ouais, des petits iconos, des petits. Alors, ça, c'est que le CEA produit un certain nombre. Dans le domaine de l'édition, de flyers, de livrets pédagogiques, d'éléments, j'allais dire, qui permettent, au-delà et en complément d'Internet, même si c'est disponible sur notre site Internet, de pouvoir de manière plus réfléchie, dans sa chambre, dans son salon, quand on est en voiture, quand on est derrière, papa, quand est-ce qu'on arrive, non, on peut lire un livret pédagogique du CEA, et on peut poser des questions à sa petite sœur, à son petit frère, à son papa, à sa maman, qui parfois ne peuvent pas répondre. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça est aussi un autre moyen. Internet n'est pas la panacée, il faut aussi parfois avoir un peu de papier, parce que le papier permet de stocker les choses, de les diffuser, de les donner à son copain, à son voisin. Voilà. Donc nous continuons, nous, à faire un peu de papier, même si le PDF est toujours disponible sur notre site Internet, pour ceux qui veulent l'imprimer. En général, les gens, ils préfèrent avoir la publication. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des livrets pédagogiques, des quiz. Il y a des quiz, des jeux qui permettent de manière ludique d'apprendre des choses. On sait que ça marche très bien. Il y a un livret donc sur les métiers de la recherche, et au-delà des vidéos dont je parlais tout à l'heure, on a aussi un livret sur tous les métiers de la recherche, donc qui concrétise, qui grave à un moment donné, finalement, quels sont ces métiers. Il y a des posters sur les faits de serre, le tableau de main des élèves, donc vous en avez un exemple ici, petite version, grande version, etc. Donc tout ça est mis à disposition du public dans un certain nombre d'événements auxquels nous participons, hein. La fête de la science, la science en marche, le scientifique toi aussi, etc. Donc voilà, tout ça est quelque chose que l'on met à disposition de tout un tas d'événements que nous organisons au profit des élèves et des enseignants, donc encadrés par leurs enseignants, et qui permet donc, vous voyez, d'avoir une trace et d'avoir un peu de savoir qu'on peut ramener chez soi sur un papier. Et puis il y a la revue donc sur laquelle on va faire un petit zoom, c'est Les Saventuriers. Alors c'est sur les scientifiques en mission. Alors, bon, c'est vraiment quelque chose qui prend le parti pris de dire qu'il y a encore des choses à explorer, qu'il y a des frontières à traverser, qu'il y a des mondes qu'on peut découvrir. Et les Saventuriers sont un moyen, finalement, d'essayer de faire rentrer les lecteurs, justement, dans cette logique de la découverte, du progrès de la connaissance, etc. Donc, le côté un peu explorateur, Saventurier. Voilà. Alors, c'est quand même, et on a eu l'accord, une émission de France Inter aussi, donc je veux dire, nous pouvons, comment dire... C'est avec eux que... disons, nous avons eu l'autorisation. C'était une émission. Oui, je sais que c'était une émission. Elle existe. Et nous avons demandé, nous connaissons et nous travaillons beaucoup avec eux, mais nous avons demandé l'autorisation d'utiliser ce terme que nous avons eu très amicalement. D'accord. Voilà, et que nous sommes fiers de pouvoir utiliser. Bien entendu, il n'y a pas de concurrence, il y a plutôt des complémentarités donc, avec l'émission de France Inter. Et donc, nous sommes très fiers aussi de pouvoir remplir, sous forme papier, cette revue Les Saventuriers. Alors, la périodicité, c'est 4 numéros par année scolaire. La rentrée, septembre, décembre, avant Noël, pour pouvoir lire pendant les fêtes, février et mai. Et alors, les cibles, c'est plutôt la seconde. Donc, ça cible un niveau scolaire. Hein,
tourne vers François, donc ça cible au niveau scolaire. Et fin 2015, nous avions, c'est les chiffres, je suis désolé de donner des statistiques, mais c'est important de voir combien de gens ça concerne, c'est à peu près 1500 abonnés pour 9000 exemplaires. Ah oui. Donc c'est quand même pas mal, c'est distribué principalement en classe. Alors, on espère qu'il y en aura plus, mais pour l'instant, ça touche quand même. Alors voilà, c'est comme tous les petits ruisseaux font les grandes rivières, voilà, on peut pas toucher des millions de gens. Nous essayons, par le biais des enseignants, par le biais de ces publications, de toucher finalement le maximum pour les aider finalement à acquérir et à se passionner pour la science et la technologie. Et puis il y a des rubriques dans cette revue Les Saventuriers, il y a un édito, il y a une double page comprendre, il y a une double page du terrain au labo, donc qui montre un petit peu comment justement on fait le lien entre le labo et puis, alors quand je dis du terrain au labo, c'est par exemple nos collègues du LSCE qui ont mesuré, qui ont pu déterminer historiquement le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère en allant faire du carottage glaciaire et des mesures. Donc on va de l'Antarctique, on fait du carottage, et puis au labo où on mesure le carbone 14, qui nous permet de savoir quel était le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère il y a 800 000 ans. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de montrer aux enfants que c'est quelque chose, aux enfants et honnêtement aux adultes. Hein. Les adultes se passionnent, ils sont toujours des enfants dans ce domaine et peuvent s'émerveiller, pour ceux qui sont un peu sensibles, par ce genre d'aventure scientifique. Et puis il y a des doubles pages, des news, des interviews également disponibles en vidéo, donc on essaye d'être cross-média. Et puis il y a un quiz, une photo mystère, une expérience. Voilà. Et ça marche bien, donc on essaye de valoriser cette revue, donc les Saventuriers. Alors ensuite, il y a un autre point aussi très important, ce sont les expositions. Nous sommes producteurs d'expositions. Nous avons des partenariats très très étroits avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec le Palais de la Découverte et puis avec les Utopiales, qui est un grand congrès, j'allais dire, de science-fiction, de fans de science-fiction, dans lequel le CEA, depuis 4 ans maintenant, est partenaire. L'INSERM, pareil, nos collègues de l'INSERM, ils sont depuis 1 an de plus que nous, je crois, 4-5 ans. Et donc, nous avons trouvé que les fanats de science-fiction, finalement, sont des fanats de science. Ils peuvent avoir effectivement une vision qui doit nous alerter éventuellement sur certaines dérives. Voilà, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme dirait l'autre, mais ça veut dire qu'il faut s'éclairer de ce que peut être des dérives d'utilisation. Donc nous sommes très moteurs, très acteurs de vouloir aller au contact de cette communauté pour lui montrer qu'en tout cas, quand nous travaillons sur un certain nombre de sujets, on se pose quand même les bonnes questions sur les conséquences éventuelles de nos activités. Voilà. Et la science-fiction précède parfois la réalité. D'ailleurs, notre dossier sur la supraconductivité, on s'en approche. Absolument, absolument. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en partenariat très important avec un certain nombre de grands acteurs de la diffusion de la culture scientifique et technique. Alors, on a fait un certain nombre d'expositions qui ont eu beaucoup de succès. Hein, l'Odyssée de la Lumière, Voyage au centre de la galaxie, Amazing Science et bientôt Science Machina pour les prochaines Utopiales à Nantes, et puis un certain nombre d'expositions express, énergie, chimie, climat et bientôt univers. Alors, ce qu'on appelle les expos express, la plupart, il y en a qui sont créés ex nihilo, c'est-à-dire on les crée pour qu'elles soient express, donc on en fait une dizaine, une quinzaine, on les met à disposition de nos centres qui, eux, peuvent les mettre à disposition des lycées, des collèges, d'un magasin, d'une galerie marchande, donc pour pouvoir les faire tourner. Donc ce sont des versions, j'allais dire, dédiées à une exposition express sur un sujet dans lequel le CEA est compétent. On ne va pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'expos itinérantes ou d'expos express qui sont issues des grandes expos parisiennes dont on fait une version un peu compactée et qui permet de la faire tourner, d'en faire profiter le plus grand nombre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est quand même acteur d'un certain nombre d'expositions, parce que c'est aussi un moyen qui permet de diffuser la science, etc. Et donc, le dernier point, un des derniers points, je suis désolé, je crois que j'ai encore 2 transparents, j'espère que je ne suis pas en train d'exploser le temps, c'est le soutien aux enseignants. Donc je voulais simplement... j'ai oublié un truc sur la formation La Science en Marche. Alors, La Science en Marche, donc ça c'est le soutien aux enseignants. Ce qui est important de voir, ça dure, c'est la 3e, 5e année. Alors, tu en parleras tout à l'heure, donc je ne vais pas digresser là-dessus, parce que Roland, finalement, même si des gens de ma direction sont des acteurs d'organisation, logistique, contenu, etc., très moteurs dans le domaine, l'idée est venue donc de quelques chercheurs du CEA, dont Roland, et c'est un sujet intéressant, parce que, voilà,
35 professeurs, 26 chercheurs, 3 jours. Voilà l'équation. Et ces 3 jours, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enseignants qui viennent voir nos chercheurs, qui viennent s'imbiber et connaître la science d'aujourd'hui, la science au meilleur niveau, donc pour essayer de la retranscrire dans leur classe, font ça pendant leur congé sur des formations du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que c'est un choix délibéré, ce programme est dans les formations professionnelles des enseignants du ministère de l'Éducation nationale, et ils viennent pendant leurs vacances pour voir nos chercheurs. Donc, s'ils viennent, et je peux vous dire, il y en a même qui veulent revenir, j'en connais même qui voudraient tripler, c'est que nos chercheurs, je pense, sont bons, on leur fait visiter des labos, ils ont les yeux comme ça, et ils repartent avec un certain nombre d'éléments, à mon avis, moi quand je les vois, ils repartent avec un certain nombre d'éléments qui les ont regonflés à bloc pour aller motiver leurs élèves. Et comme chaque prof a peut-être une dizaine de classes, je sais pas, je me plante peut-être, mais c'est quoi, 10 classes? C'est moins, bon, excuse-moi, mais 6 classes, non mais quelques... Ouais, ce que je veux dire, ils ont un pouvoir multiplicateur, un pouvoir de diffusion que nous ne pouvons pas avoir, mais que eux peuvent avoir. Et pareil, nous sommes très fiers par ce genre de formation, donc en complément de ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui est d'une autre nature de diffusion, de pouvoir contribuer finalement à propager un certain nombre de choses, d'émerveillement devant la science, d'incitation à aller faire des carrières scientifiques, à essayer de comprendre le monde, quoi, avant de le critiquer, ou pour le critiquer, il faut le comprendre. Voilà. Et donc ça, on est au cœur de la démarche scientifique. Et les enseignants viennent nombreux, il y a beaucoup de demandes? 36 par session. Donc ça se bouscule un petit peu au portillon. Et on peut l'annoncer aux personnes ou aux enseignants qui nous regardent. La prochaine session, c'est en février 2017 et les inscriptions, ça commence maintenant. Voilà. Donc il faut faire vite. C'est ça? À la fin du mois. À la fin du mois, voilà. Les inscriptions pour la prochaine session qui se déroulera du 4 au 6 février. Il est bon, lui, quand même, pour faire là. Ben ouais. J'ai parlé de ce stage au stagiaire là, de professeur de physique-chimie sur Paris, mais je voulais savoir, est-ce qu'il faut être titulaire ou pas, ou est-ce que les stagiaires peuvent s'inscrire? Alors là, j'avoue que j'en sais rien. Moi, les règles, ça doit être les règles. Ça doit être les règles. Ça doit être les règles. Alors, est-ce qu'on a la réponse? Ça doit être les règles de formation professionnelle de l'Éducation nationale. Les stagiaires sont acceptés. Voilà, en tout cas, nous, on ne les refusera pas s'ils sont acceptés. Vous allez être obligé d'organiser un petit peu plus, un plus grand nombre d'éditions, je crois. Donc ça, c'est... Alors, on a aussi le deuxième appui aux enseignants, donc c'est Scientifique Toi aussi. Alors, Scientifique Toi aussi, c'est une autre nature. C'est-à-dire qu'en gros, sur chacun de nos centres, de manière synchrone, alors pas toujours, parce qu'il y a des problèmes parfois d'organisation, mais en général, c'est synchrone sur nos 10 centres. Et on reçoit, vous voyez, 150 lycéens au CEA de Saclay. Bon, c'est à peu près la centaine par centre, donc on a 10 centres. Et donc, le même jour, on arrive finalement à leur ouvrir nos labos, à leur faire visiter un certain nombre de choses. Alors pareil, ça fait quelques milliers, ça fait le millier, ça fait pas des centaines de milliers, mais eux-mêmes deviennent des relais, leurs enseignants deviennent des relais. Et je pense que ça, c'est un vrai succès parce que ça permet aussi de montrer que dans les installations, il y a des scientifiques, il y a des jeunes, des vieux, des passionnés. Voilà, c'est ça qui est important de montrer. Et je pense que ceux qui participent, j'en vois un certain nombre ici, qui participent à ces journées, je pense qu'ils y retrouvent aussi une satisfaction personnelle qui les rend très motivés pour participer à cela. Je rappelle que tout cela, pour nos chercheurs, c'est fait de manière totalement bénévole, hein, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans le... Voilà, j'allais dire c'est dans leur temps de travail, mais c'est presque en plus... On les sollicite beaucoup, vos chercheurs, hein, pour faire de la... Oui, mais il y en a, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup, parce que honnêtement, ils sont tellement on leur prend pas mal de temps, passionnés. On est bien placé pour le savoir. Mais ils sont tellement passionnés, je pense, tellement enthousiastes à vouloir diffuser, expliquer ce qu'ils font. Mais il faut bien qu'ils passent du temps à chercher quand même. Mais ils cherchent, et il y en a même qui trouvent. Ah, au sérieux? Ouais, il y en a qui trouvent. Bon, voilà. Et donc... Le dernier point sur le soutien aux enseignants, donc ça c'est un stage. Alors c'est une première édition donc qui a été faite au printemps. Ça s'appelle Science pour tous et nous essayons finalement là de faire venir un certain nombre d'élèves, par exemple en particulier pour les histoires de stages, vous savez, de stages de troisième. Vous savez bien qu'il y a des gens dont les parents, dont eux-mêmes n'ont pas les réseaux, les connaissances qui leur permettent d'aller faire des stages de troisième dans des endroits auxquels certains peuvent avoir accès parce qu'ils connaissent un certain nombre de noms. Donc,
on va pas, comment dire, détordre un certain nombre d'inéquités, mais on va essayer, pour certains, et là ça a commencé donc avec le lycée Robert Desnos d'Orly, de leur donner accès à ça. Et ça a été, par rapport à la motivation de nos chercheurs, une motivation multipliée par 10. C'est-à-dire de pouvoir aider ces mômes qui n'ont pas du tout de réseau pour savoir ce que c'est la science, quel stage on peut faire, etc. On a multiplié par 10 leur motivation. Je me retourne vers ceux qui s'en sont occupés là chez nous. Et quand on voit le retour des élèves, leurs yeux qui brillent, etc., honnêtement, je pense que tous les chercheurs qui ont participé à ça aussi ont reçu finalement une satisfaction immense d'avoir essayé de contribuer. J'allais dire, même si on en aide un à devenir un grand savant alors qu'il n'est pas dans un milieu qui permet de le faire, eh ben c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est un soutien récent aux enseignants et nous sommes très fiers de le faire. Voilà, j'ai terminé, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas explosé le temps qui m'était imparti, mais j'ai essayé quand même d'expliquer pourquoi le CEA était là, avec vous. Ouais, non, mais voilà. ouais, c'est vrai. Je suis On un est peu tout bavard. petit. Finalement, on est tout petit à côté de vous là. Alors aujourd'hui, vous faites des actions. On est 16 000. live, On est 16 000. des expos. Le CEA, c'est plein de 16 choses. 000 personnes, c'est 10 ans. Eh oui, Voilà. nous sommes 10. Voilà. Mais on va peut-être grandir. Donc un à peu. la hauteur des Non, ratios, parfois un vous petit êtes peu plus. très bon. Donc à la hauteur des ratios, vous êtes très bon. On a un petit peu d'années d'ancienneté aussi. Voilà, pour, j'espère ne pas avoir été trop long, mais c'était surtout expliquer parfait. voilà, pourquoi le CEA était là et Complet. pourquoi il était avec vous. C'était Voilà. important. Merci beaucoup. Bah, on va continuer après et puis Voilà. on va répondre à vos questions. Moi, je vais essayer de vous présenter quand même le travail qu'on a fait ensemble aussi. Alors, PAX, que je vous précise quand même, ça signifie Partenariat d'accompagnement pour la culture scientifique. Voilà, qu'on soit bien clair. Donc, c'est ce partenariat que nous avons passé ensemble. Actuellement, nous avons déjà travaillé sur un premier, ce que nous appelons nous des dossiers pédagogiques diffusés sur notre site et sur votre site en partie à travers quelques modules, et vous apportez des compléments écrits aussi, et nous avec notre pad, j'allais dire, et nos outils, on apporte d'autres compléments. Donc on va vous montrer très rapidement, on va pas faire tout le dossier, vous pourrez aller le voir vraiment tranquillement chez vous. Ce dossier sur la supraconductivité. Donc ça, c'est le premier qu'on a terminé. On a en chantier actuellement un autre dossier sur la domotique, qui est un terrain sur lequel vous travaillez beaucoup. On s'est rendu dans vos sites à Grenoble, à Chambéry également pour rencontrer des chercheurs. Et puis un troisième dossier qui sortira sur les matériaux et en particulier les nouveaux matériaux. Ça, c'est pour les projets immédiats entre nous et on va distiller ça dans les mois qui viennent. Et on va jeter un œil tout de suite au travail qu'on a fait ensemble. J'en profite au passage pour remercier toute l'équipe du CEA et tous les chercheurs du CEA. Je ne peux pas vous citer, mais certains sont là qui nous ont vraiment aidés. Je pense qu'on est vraiment en complémentarité. Vous avez le savoir. Voilà, vous avez le savoir, la connaissance. Vous prenez le temps aussi de nous recevoir. Notre travail à nous, c'est davantage d'être des passeurs, de trouver les mots, de parfois vulgariser, mais toujours sous contrôle scientifique pour ne pas raconter de bêtises. Donc ça, c'est notre fierté aussi, c'est quand même de garder la plus grande crédibilité pour que tout le monde ait confiance dans les informations qu'on transmet. Et puis, on s'amuse aussi à les mettre en forme, ça nous plaît beaucoup parce qu'il y a un côté artistique aussi. Puis, il y a un côté, dans la transmission de la connaissance, il y a le contenu. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le paquet cadeau. Et le paquet cadeau, c'est comme à Noël, c'est bien quand il est beau. Et quand il est agréable, c'est mieux pour découvrir. Hein? Donc voilà. Donc on va vous montrer ça. Vous avez plusieurs façons de le voir. Donc sur le site du CEA, sur notre site. Et puis nous, quand on diffuse un dossier, sur notre site, vous allez voir. Enfin, pour que ceux qui ne savent pas encore, on scrolle, on tourne simplement comme ça la manette et on fait défiler. En plus, c'est magique. Je le fais comme ça. C'est quand même pas mal. Hein. J'ai même pas besoin d'ordinateur. Hein. C'est quand même génial. Hein. C'est de la supraconductivité. Voilà. Et sinon, on peut voir l'ensemble du dossier qui est construit comme une émission, en fait, sur notre chaîne YouTube, qui correspond à une émission qui va faire une durée de 35 à 40 minutes, qui est assez complet. Alors, on va défiler assez vite. Est-ce que Pascal, quand même, on peut juste avoir la une de notre page? Je voudrais juste expliquer quelque chose. Nous, on mise essentiellement sur les dossiers, c'est notre cœur de métier, les dossiers pédagogiques. Sur la une de notre site, c'est ce que vous trouvez à gauche, et vous pouvez tous les consulter. Alors on va essayer de mettre, de les faire tourner plus régulièrement à la une. On n'a pas encore le dispositif. Et sinon, depuis on s'est lancé il y a 1 an, on a publié actuellement 19 ou 20 dossiers. On en est à peu près là. C'est un travail
assez important à faire. Et puis ce qu'on aime bien, à côté, voilà, ça, on fait défiler tous nos dossiers. On est assez large dans le domaine scientifique. On aimerait en produire beaucoup plus parce que les sciences, c'est un terrain d'exploration tellement passionnant et tout qu'on aimerait vraiment, et on fait pas de distinction entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles. Pour nous, tout ça se rejoint et se complète bien souvent. Donc voilà. Et puis, ce qu'on aime bien aussi, ce qu'on essaye de développer parallèlement à nos dossiers, les dossiers, c'est vraiment de donner les clés pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, donner les clés pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. C'est pas à nous c'est eux, mais ils doivent être informés pour se faire leur opinion. Mais à côté de ça, on aime bien prolonger les dossiers avec des émissions quand on peut le faire. Ces émissions sous forme de café science, qui sont un peu replacer les problématiques scientifiques dans une question de société, beaucoup plus globale. Et aujourd'hui, on le sait très bien, parce qu'on parle d'informatique, on parle de réseaux sociaux, qu'on parle de santé, qu'on parle de tout. On vit entouré de grandes questions scientifiques et on aime bien les replacer dans un débat, dans un débat et dans un partage d'idées. Donc on essaye aussi de prolonger avec des émissions. À côté de ça, on a d'autres rubriques qu'on alimente avec des partenaires, comme les petits débrouillards. Avec les petits débrouillards, on fait une rubrique qui est un do-it-yourself, qui permet de faire des expériences. On a une rubrique également qu'on fait avec notre équipe de journalistes qui est le Zapping Science. C'est un petit zapping de tout ce qu'il y a sur la science qu'on peut découvrir chaque semaine sur Internet. Et puis on a avec nos partenaires Chamingo, c'est une association qui aime bien tout ce qui se fait à travers le monde. C'est Catherine Bertillier qui a lancé ce site, ex-grand reporter sur France 2, envoyé spécial, etc. Et qui a monté ce site parce qu'elle en avait tellement marre de montrer la misère du monde qu'elle voulait aussi montrer toutes les belles initiatives qui se font dans le monde, tant en termes d'environnement que de santé, etc. Et ce sont des petits films qui font en général 2 minutes 30 et qui nous ouvrent un peu sur des belles réalisations qui se font dans le monde. Voilà à quoi ressemble notre site. Maintenant, et puis alors il y a une partie importante, les blogueurs, on vous encourage, les enseignants d'ailleurs viennent souvent, les classes aussi, vous pouvez venir ouvrir votre blog chez nous, je pense qu'on en a plus d'100 actuellement. Tous les passionnés de sciences peuvent venir. Alors là, on a un petit contrôle quand même dessus pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi, mais c'est un petit peu sous votre responsabilité éditoriale. Et on a des jolis blogs. Il y en a un magnifique sur les femmes scientifiques, d'ailleurs. Il y a voilà, et c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez vous-même, c'est un site participatif, apporter vos passions scientifiques sur ce site. On va revenir sur le dossier qui est donc un peu le point fort pour nous de ce site. Donc si on prend on va scroller un petit peu, Pascal. Voilà, on part. Alors, bon, on démarre. Ça se regarde un petit peu comme une émission, mais si vous voulez le voir comme une émission, vous allez directement sur YouTube. On commence toujours par une petite bande-annonce. Alors aujourd'hui, on parle de supraconductivité. Supra. Ça, c'est un peu notre sommaire. C'est notre façon de Bon, soyons sérieux. La glisse en lévitation grâce au premier skate supraconducteur. Oh, comme dans Retour vers le futur. Mais ça, en vrai, c'est impossible. C'est de la science-fiction. Super. Quoi ? Mais Jamy, tu m'as jamais parlé de ça. Bon, par contre, t'es pas encore prêt de rivaliser avec Marty, hein ? Voilà, donc on a une petite bande-annonce comme ça qui, en quelque sorte, nous sert de sommaire. Moi, j'assure les transitions entre les différentes rubriques. Voilà, juste pour replacer un petit peu les choses. Et puis, on commence toujours nos dossiers par 2 séquences qui sont du comment ça marche et qui sont des animations. Alors, on est un peu des artisans de la science. Nous, on aime bien faire tout nous-mêmes. Donc, on travaille avec nos équipes, avec nos créateurs aussi artistiques. C'est les Brotherman qui nous accompagnaient aussi à l'époque de C'est pas sorcier, qui nous font nos animations. Donc, les animations qu'on coproduit là dans ces dossiers avec le CEA. On va juste en regarder une, il y en a 2, mais qui nous explique la supraconductivité. Voilà, je vous laisse, ça dure 3 minutes, mais vous le découvrir. La supraconductivité ? Ça veut dire conduire une voiture super vite ? Bien essayé, mais non. Ici, on parle plutôt de matériaux, et des matériaux qui ne conduisent pas des voitures, mais le courant électrique. En général, les matériaux conducteurs résistent toujours plus ou moins au passage du courant. Et ils chauffent. C'est ce qu'on appelle la résistance. Ah oui, un peu comme le grille-pain qui chauffe les tartines. C'est ça. Seulement, si la résistance présente un avantage quand il s'agit de griller des tartines, la plupart du temps, elle pose problème. En France, elle provoque la perte de 10% de la production d'électricité lors de son transport dans les lignes électriques. 10% ? Quel gâchis ! Pour le comprendre, zoomons dans la matière. Elle est constituée d'atomes.
Un atome, c'est un noyau chargé positivement et un nuage d'électrons chargés négativement. Les électrons se repoussent entre eux et sont attirés par les noyaux. Ils gravitent autour. Dans le matériau, cela crée une petite danse entre les atomes et les électrons qui sautent aisément d'un atome à l'autre. Le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Seulement, au moindre défaut dans le matériau, les électrons se cognent, ralentissent et perdent de l'énergie qui se transforme en chaleur. C'est la résistance électrique. C'est inévitable. Enfin presque. Car dans certains matériaux et à très très basse température, la résistance disparaît comme par magie. Basse comment la température? Comme au pôle Nord? Non, beaucoup plus basse. Entre moins 118 et moins 269 degrés. Tellement basse que les chercheurs utilisent une autre échelle, les Kelvin. À ces températures, la petite danse des atomes est ralentie. Les électrons s'associent en paires, la paire de Cooper. Ces paires dansent avec d'autres paires. Leurs mouvements se synchronisent et forment une grande onde, appelée onde collective. Les atomes et les défauts du matériau sont alors bien trop petits pour perturber le déplacement de cette onde. Il n'y a plus de résistance électrique. Le matériau est supraconducteur. Il conduit le courant électrique sans plus aucune perte. Top! Les supraconducteurs suppriment la résistance électrique et on fait des économies. C'est ça, mais ce n'est pas tout. Les matériaux supraconducteurs ont également une propriété surprenante. Ils peuvent faire léviter les aimants. Je comprends mieux son nom. En fait, le supraconducteur a des super pouvoirs. Sauf que ce n'est pas de la magie, mais de la physique. Un aimant produit un champ magnétique. C'est grâce à lui que le magnet reste collé sur ton frigo. Quand on met un aimant sur un matériau classique, comme le bois, le champ magnétique le traverse et rien ne se passe. Mais quand on essaie de mettre un aimant sur un supraconducteur à basse température, impossible pour le champ magnétique d'entrer dans le matériau. Le supraconducteur le repousse et repousse ainsi l'aimant. Celui-ci s'élève et lévite au-dessus. Alors là, c'est vraiment super la supra. Voilà, donc on a deux animations, j'espère que vous avez compris, parce que c'était le but, la supraconductivité quand même. Bon, sur la lévitation, on va pas très loin dans cette manip, mais on va beaucoup plus loin dans le dossier sur le principe de la lévitation, avec un chercheur du CEA qui nous l'explique très très bien, mais dans une animation comme ça, on essaye de pas dépasser quand même les 3 minutes, parce qu'après ça fait beaucoup d'informations. Donc on a toujours deux animations comme ça. Si on défile, on a une deuxième animation qui est très importante, c'est comment on fabrique un super aimant, parce qu'évidemment, c'est une des applications pour avoir les IRM, les accélérateurs de particules, etc., etc. Donc, on vous la montre pas, mais on a une jolie animation qui nous explique derrière aussi comment fabriquer un super aimant. Et puis derrière, nous on est un peu comme ça. On a toujours ça, c'est la construction habituelle de nos dossiers. C'est du comment ça marche. C'est ensuite replacer l'information dans le temps, et c'est ensuite la replacer géographiquement. Donc on a toujours d'autres rubriques, et puis après à la fin on se pose les grandes questions, qui sont les questions justement où on peut prendre du recul en se disant mais dans la société qu'est-ce que... Donc on a au fil du temps qui nous raconte toute l'histoire, là en l'occurrence depuis la découverte de la supraconductivité en 1911, même en 1911, mais en 1908, on découvre déjà l'hélium, etc. Donc, on se balade, nous. Alors ça, sur le site du CEA, vous n'allez pas le voir sous cette forme-là. On l'a adapté sur le site du CEA sous la forme d'une vidéo qui raconte de A à Z toute la progression, toute l'histoire. Nous, sur notre site, on a des petites vignettes, là en bas, les petits haut-parleurs. Quand vous vous mettez dessus, ça vous ouvre. Voilà. Et à chaque époque, on va dire chaque grand tableau, tu peux lancer, Pascal, 3 secondes. Ce n'est pas tout d'avoir découvert la supraconductivité. On raconte ce qui se passe à ce moment-là. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Et pour cela, il faut... Voilà. Et puis on a des petites épingles là-haut qui sont ce qu'on appelle nous des petits encadrés. Donc si on clique dessus, on peut avoir... voilà, on a un chercheur là qui nous explique pourquoi un supraconducteur n'est pas un aimant. Il nous fait une petite démo. Donc on a des petits encadrés comme ça. Donc au final, quand je prends 2 aimants et que je les approche l'un de l'autre, ils se repoussent. Comme vous pouvez le constater ici. J'essaye de les rapprocher, mais je n'y parviens pas. Ou, lorsque j'inverse la face, ils vont se coller l'un contre l'autre. Donc, voilà. Donc tout ça, évidemment, avec nos partenaires du CEA
c'est nous qui l'avons filmé. Donc tous les scientifiques que vous voyez dans nos dossiers, c'est nous qui les filmons, c'est nous qui leur posons les questions, c'est nous qui préparons les dossiers avec eux. Donc on continue à se balader dans le temps, comme ça, jusqu'à effectivement aujourd'hui, les accélérateurs de particules. Et puis demain, on ouvre une page sur demain. Donc à chaque fois, vous avez des commentaires comme ça. Et exactement la même chose, où là, on se promène chez nous en scrollant, vous allez le retrouver sur le site du CEA, mais sous la forme d'une vidéo. Parce qu'il nous faut un dispositif sur notre site un petit peu particulier pour circuler comme ça. Voilà. Ensuite, Pascal, on peut continuer à scroller. Un petit plateau hop, qui fait la transition. Et ça, c'est notre ailleurs c'est comment. Alors habituellement, ailleurs c'est comment, je dis n'importe quoi, mais si on fait les volcans, on va se balader sur un planisphère et on va aller voir les plus beaux volcans. Si on est dans l'espace et qu'on veut aller visiter différentes planètes, ce sera une carte de... Donc là, on a un atome. Et puis là, on se balade et on ouvre différentes applications. Pareil, sous forme, je crois que câble électrique, c'est juste écrit, mais tu peux montrer un petit sujet sur Isol, par exemple, ou sur ITER, ou voilà. Et là, on... Mal à la tête, au ventre ou à la jambe? Il est peut-être temps de passer une IRM. Ce principe d'imagerie utilise le champ magnétique pour voir ce qui se passe c'est à passionnant, on l'intérieur découvre de des notre choses corps. dans ce dossier qui sont super, notamment les capteurs hypersensibles là qui sont chez vous, et puis les IRM à bas champ, alors qu'on a toujours l'impression que ce sont des champs énormes pour avoir. Là, on travaille aussi sur des IRM à bas champ. Enfin, je pense que le dossier est assez complet et que vous découvrez pas mal de choses. Alors ça c'est le super gros champ. Et donc voilà, les capteurs, enfin on a des chercheurs passionnants en plus qui nous racontent bien toutes ces histoires-là. Et puis on va sur Mars aussi, grâce à la supraconductivité, ça permet quand même de protéger nos spationautes, normalement. Donc voilà, mais ça va coûter cher quand même. Voilà, et puis on termine sur une rubrique qui s'appelle La Grande Question. Enfin, on dit la grande question, mais ce sont les grandes questions. Et là, on a aussi un certain nombre de scientifiques qui font un petit peu de prospection et qui répondent à toutes ces questions sous la forme de vidéos. Ça, c'est la conception traditionnelle de nos dossiers que l'on peut voir d'un seul coup ou que vous pouvez picorer plus exactement jour après jour. Et pour les enseignants, ce qui est très important, c'est que ces éléments-là, vous pouvez les prendre. On fait en sorte d'être le plus clair possible, d'être le plus complet possible, mais par petits morceaux, parce que ça travaille comme ça aujourd'hui. Et si vous voulez montrer à vos élèves juste un aspect de la supraconductivité, vous pouvez prendre des éléments, surtout ne vous privez pas, et utilisez-les en classe s'ils vous sont utiles. Voilà. Et je pense que pour le contenu, on peut faire confiance à aux chercheurs du CEA, parce que nous, on s'est bagarré pour la vulgarisation et pour essayer de bien mettre tout ça en forme et de bien tout comprendre. Et eux ont été extrêmement vigilants sur tous les contenus pour valider tout ça. Donc je pense que tout le monde est content, en plus ça va bien. Hein, ça va? Donc voilà, on vous a montré. Et puis à la fin, il y a toujours une petite question. À quoi sert la supraconductivité? Bien évidemment, à voyager dans le temps. C'est bien ça. Ça va venir. Donc voilà, on vous a présenté ce dossier. Vous pouvez en trouver des éléments sur le site du CEA. J'espère que vous avez été chez nous. Et on vous a dit l'essentiel, et j'espère que j'ai pas explosé mon temps, moi non plus. Et ça nous a fait... Oui, Roland Lehoucq, viens avec nous, viens nous rejoindre. Non, moi je n'ai pas du tout oublié. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Florent, notre community manager, il est quand même un peu gonflé. Il vous a présenté sur notre site comme l'un des chercheurs les plus funky de l'époque. Alors, va falloir assumer. Astrophysicien, Roland Lehoucq, qui nous a fait le plaisir d'ailleurs d'être un des premiers scientifiques et chercheurs à participer à nos dossiers. C'était le tout premier dossier de l'Esprit Sorcier qui était consacré à l'atmosphère. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir, parce qu'effectivement, moi j'ai vu C'est pas sorcier, pas quand j'étais petit, j'étais déjà grand, mais j'ai vu avec mes enfants. Quand l'Esprit Sorcier m'a contacté pour participer au premier dossier, j'ai évidemment répondu oui. Je trouve que je travaille au CEA, que j'ai une activité de communication scientifique, on va dire, assez développée. Je ne sais pas si je suis funky, mais je suis assez occupé. À la fois par mon travail de recherche qui m'occupe une partie de mon temps et ensuite une activité disons, de diffusion des connaissances scientifiques qui m'occupe une énorme partie de mon temps aussi et qui consiste à
pratiquement intervenir dans toutes les choses que le CEA fait, les expositions, les conférences, puis il y a les conférences, des cycles de conférences Cyclope, en tout cas à Saclay, qui sont organisés, et puis dans les autres centres du CEA, je l'imagine, et puis d'investir dans les expositions, les formations soit les formations, disons les discussions, les formations, oui, pour enseignants, les publications, enfin tout ce que le CEA produit, plus ma entre guillemets petite entreprise personnelle, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a discuté ensemble. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir, et aussi un peu comme porte-parole peut-être de tous les chercheurs, parce qu'ils sont nombreux au CEA, et ils sont aussi nombreux, le sous-ensemble des chercheurs passionnés par la diffusion des connaissances scientifiques, qui ont envie de transmettre ce qu'ils savent et qui ont plaisir à transmettre ce qu'ils savent, puisque finalement, c'est ça qui est assez intéressant dans l'information, et singulièrement dans l'information scientifique, c'est finalement, c'est comme l'amour, c'est la chose qui se multiplie quand on la partage, à la différence de beaucoup d'autres choses, disons, plus matérialistes et plus économiques, disons. Donc il se trouve que moi, je vais peut-être parler de 2 expériences que j'ai eues au CEA. La première, c'est sur les animations scientifiques. Vous en faites des animations, enfin dans vos dossiers, il y a la partie éditoriale où on voit des choses qui défilent, et puis il y a des parties aussi d'animation où on peut un peu interagir avec ce qui se passe, et on a essayé de faire un certain nombre d'animations au CEA, pour certaines d'entre elles auxquelles j'ai participé, pour que les enseignants, et plus généralement toute personne qui veut se cultiver sur les domaines qui sont incriminés, puissent, en interagissant avec quelque chose, apprendre sur le domaine. Par exemple, apprendre sur la loi de Kepler, apprendre sur ce qu'est un semi-conducteur, là pas un supraconducteur, sur comment ça fonctionne un semi-conducteur, ou sur la façon dont on fabrique des instruments spatiaux. Et donc, toutes ces animations-là demandent en fait un temps considérable. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Et quand je vois ce qui a été fait pour le dossier supraconductivité, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui savent faire le beau cadeau, comme tu disais tout à l'heure, Fred, parce que c'est extrêmement important. Le fond est important, évidemment, parce que si le fond est mauvais, évidemment, c'est le but de la diffusion n'est pas atteint, mais la forme est aussi importante. Et finalement, le fond et la forme ne sont peut-être pas si dissociés qu'on veut bien le croire. Ceux qui disent que finalement le fond doit primer sur la forme, c'est pas faux. Mais en même temps, écrivez en noir sur fond noir, par exemple, vous allez voir si la forme n'est pas importante. Donc, le fond et la forme sert le fond, mais le fond nécessite une belle forme pour que ça se passe bien. Et donc, je trouve que travailler avec l'Esprit Sorcier pour le CEA, je pense, c'est une excellente idée. Et avoir pu collaborer avec l'Esprit Sorcier, c'est aussi un grand plaisir. Et puis, sur ces animations du CEA, j'ai vu la difficulté que c'était. D'autres personnes dans la salle de la direction de la communication sont là pour en témoigner. À quel point c'est difficile de faire quelque chose qui va fonctionner dans toutes les situations d'un élève, disons, qui va interagir avec l'animation, et puis qui apprend des choses et qui permet de jouer avec ça de manière à la fois agréable et en même temps instructive. Et puis l'autre chose sur laquelle je suis beaucoup intervenu, c'est, où j'ai été, disons, l'initiateur avec Stéphane Sarad, un autre chercheur, un chimiste du CEA, c'était dans cette affaire de la science en marche, l'idée de discuter avec des enseignants, disons, de proposer aux enseignants, je ne vais pas dire une formation, parce que on les forme pas à leur métier, on leur apprend pas leur métier, on va plutôt leur donner des compléments d'informations scientifiques dont ils vont pouvoir se nourrir, de sorte à pouvoir ensuite transmettre ça à leurs élèves, nourrir leur enseignement et faire évoluer, je ne vais pas dire le contenu de l'enseignement, mais les exemples sur lesquels ils se fondent pour diffuser leur discipline, que ce soit la physique ou la chimie. Alors c'est pour ça que l'alliance d'un physicien et d'un chimiste était tout à fait, de ce point de vue-là, pertinente. Et l'idée là était de montrer aux enseignants la science en train de se faire. Bon, ça c'est un point, mais c'est un point, disons, assez commun. Beaucoup de laboratoires, pas que le CEA, beaucoup d'autres laboratoires diffusent des connaissances et essaient de montrer la science en train de se faire, ce qui est un point important, évidemment. Mais la science en train de se faire est inaccessible aux enseignants. J'entends par là des expériences qu'ils ne peuvent pas reproduire systématiquement dans le laboratoire de physique de lycée, ce qui, évidemment, peut être souvent le cas quand on parle, je sais pas, du LHC, du grand collisionneur de particules. On ne risque pas de le refaire dans son laboratoire de physique au lycée, évidemment. Là, je prends un exemple extrême, mais il y a bien d'autres choses que l'on ne peut pas reproduire, ne serait-ce que parce que les matériaux ou les produits, si c'est de la chimie, sont coûteux ou dangereux. Et que les enseignants puissent utiliser des choses qui viennent de la science en train de se faire, évidemment, de laboratoires de recherche, mais qu'en même temps, ils puissent, dans l'essentiel des cas, l'utiliser directement au lycée. Et c'était ça, je crois aussi, qui nous paraissait important, qu'ils puissent s'emparer de la question et après la mâchouiller, la transformer, alors à eux avec leur talent pédagogique, leurs compétences pédagogiques que nous n'avons pas forcément, et qui leur permet de transmettre cette information à leurs
étudiants ou à leurs lycéens, collégiens. Et cette idée-là nous paraissait importante parce qu'il fallait finalement nourrir les exemples qui servent dans le programme de physique-chimie, puisque c'était ça, essentiellement première et terminale scientifique, mais ça peut s'élargir un peu pour un certain nombre de situations, les nourrir avec des éléments qui sont dans les laboratoires, mais qui peuvent quand même se comprendre, s'analyser, se travailler avec des outils rudimentaires dont on dispose, rudimentaires mais qui sont en construction, dont on dispose quand on est en première ou en terminale scientifique. Et là, on a constaté que les enseignants étaient ravis de ça, parce qu'on essayait vraiment, les instructions données aux chercheurs qui ont tout à fait joué le jeu, c'est tous les trucs qui ne rentrent pas dans le cadre du programme, en gros, ça ne nous intéresse pas, c'est super, mais ça ne nous intéresse pas. On veut que ça puisse, d'une façon ou d'une autre, exemplifier, comme on dit en mauvais français, une partie du programme, premièrement, et éventuellement que les enseignants, quand la manip, si j'ose dire, n'est pas accessible à leur laboratoire de physique, disposent des vraies données. Et ça a été, on a eu un retour qui a été finalement assez touchant et assez étonnant, c'est qu'on donnait des éléments de science, par exemple l'ALIPS, ce fameux laser qui est utilisé sur le robot Curiosity sur Mars et qui fait un tir laser à quelques mètres, produit un petit plasma sur la roche qui a été frappée et fait une analyse spectroscopique de ce plasma pour en déduire la composition de la roche qui a été frappée par le laser. Cette LIPS, il y en a des versions évidemment portatives, utilisables en laboratoire, tout à fait inaccessible dans un laboratoire de lycée, mais on donne aux enseignants des résultats de véritables tirs laser, soit sur Mars, soit en laboratoire, pour qu'ils puissent les utiliser comme si c'était des données qu'ils avaient acquis eux-mêmes par un moyen de laboratoire de lycée. On a fait la même chose avec les données climatiques, les carottes de glace dont Xavier parlait tout à l'heure. Eh bien, on a donné aux enseignants les données brutes de fonderie telles qu'elles sont sorties dans la publication scientifique des mesures de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. Alors évidemment, pour un élève, on ne peut pas lui donner ça comme ça. Mais l'enseignant, lui, qui connaît la physique et qui voit ces données brutes, il est content d'avoir les vraies données. Et ensuite de les travailler, de les transformer pour les simplifier, mais à sa mode, à lui, pour ses élèves. On a fait la même chose en astrophysique, avec un certain nombre de données d'observation de galaxies lointaines et d'exoplanètes. Donc l'idée était là de donner aux enseignants un accès direct à la science dans un cadre qui rentre autant que faire se peut dans leur programme et qui en même temps leur permet de montrer à leurs étudiants et eux-mêmes la science en train de se faire et de faire la science, de pratiquer la science sur des vraies données. Les vraies données, c'est jamais une jolie courbe, c'est toujours un bazar incroyable. Mais avec une analyse subtile et habile, on arrive à tirer l'information scientifique qui finalement intéresse quand on a fait l'expérience ou quand on a fait la prise de mesure. Et donc ça nous paraissait important de montrer la science finalement en pratique. Ce qui est intéressant dans la science, c'est bien sûr les connaissances, mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes à apprendre. Les résultats des matchs de foot, la musique, je ne sais pas moi, l'histoire de France ou l'histoire du monde, tout ça est intéressant. Mais en science, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est non seulement les connaissances qu'on apprend, qui nous permettent de connaître le monde, une façon de connaître le monde, mais il y a aussi la façon dont on connaît le monde. Et cette façon-là, c'est ça qui singularise la science par rapport aux autres activités du champ intellectuel humain, c'est la façon dont elle se pratique. Et cette façon dont elle se pratique la spécifie bien plus que les champs sur lesquels elle s'applique. Et ainsi, j'ai fait un peu ma marque de fabrique de ça, d'utiliser des œuvres de science-fiction pour pratiquer les sciences, pour mener une enquête sur des mondes imaginaires qui sont évidemment bien souvent, on va dire, fautifs du point de vue de la science, qui ne sont pas exactement comme la science de notre monde, de notre réalité, mais on peut se livrer à une démarche scientifique sur ces mondes imaginaires pour en déduire des informations qui ne sont pas données a priori dans le monde que l'on est en train de regarder. Par exemple, quelle est la puissance d'un sabre laser de Star Wars ? Ou par exemple, quelle est la taille de la planète Pandora ? Ce n'est pas une planète en plus, c'est un satellite. Mais enfin, quelle est la taille du monde Pandora qu'on voit dans le film éponyme ? Eh bien, ce genre d'enquête scientifique permet, à partir d'un sujet qui ne semble pas être de la science, parce que la science-fiction va vous dire « Ah, la science-fiction, ce n'est pas de la science ». Eh bien, on peut se poser des questions scientifiques. Quelle est la puissance du machin ou la taille du truc ? Essayer d'y répondre en mettant en œuvre à la fois ses connaissances, alors que l'on acquiert en lisant les dossiers de l'esprit sorcier, que l'on acquiert en écoutant ses professeurs à l'école, que l'on acquiert en regardant tout ce qui se passe sur ce jeune et puis par plein d'autres solutions, les youtubeurs scientifiques, les conférences auxquelles on peut assister, les magazines scientifiques qui existent encore. À la télé, on ne trouve pas grand-chose. Bon, bref, passons. Et avec toutes ces connaissances-là, essayer de bâtir un raisonnement et structurer un raisonnement qui va aboutir à une réponse que l'on peut défendre, une réponse plausible à la question que l'on se pose sur ces mondes imaginaires. Et bien sûr, cette démarche-là, elle est tout à fait décalque de ce que l'on fait dans la réalité, où on se pose des questions. Quel est l'âge de l'univers ? Vous avez 100 ans.
Je dis 100 ans parce que ça fait en gros 100 ans qu'on est capable de répondre scientifiquement à cette question, enfin qu'on a commencé à essayer de répondre scientifiquement à cette question, alors que dans mes exercices, c'est voici la séquence vidéo du sabre laser de Star Wars, elle dure 3 minutes, et vous avez 1 heure pour répondre à la question quelle est la puissance du sabre laser? Je reviens, c'était l'interro. Évidemment, les élèves sont là un peu verts. Alors je dis, vous inquiétez pas, on va travailler. Mais voilà, c'est guidé par l'exemple, comment est-ce que l'on fait pour escalader la montagne de la science, qui est finalement comprendre. On veut aller là-bas, je suis ici, comment j'y vais? Eh bien, c'est comme l'escalade. Eh bien, c'est pas facile. Et si on ne vous guide pas sur le chemin intellectuel qui est agencer ses connaissances pour arriver jusque là où on veut aller, eh bien, c'est pas facile à faire tout seul. Des génies y arrivent, des autodidactes y arrivent, mais en pratique, c'est quand même pas si facile à faire. La science est élaborée en plus de 2000 ans, au moins 2000 ans d'histoire intellectuelle. Donc, ce n'est pas une activité facile à mettre en place tout seul. Et donc, ce que moi je défends, ce que le CEA défend par ses activités, et je pense aussi l'esprit sorcier, c'est à la fois les connaissances scientifiques, bien sûr. Il faut apprendre des choses, il faut parler français pour commencer à lire, en tout cas si on veut lire en français. Et une fois qu'on a les connaissances scientifiques, on a une sorte de socle de base, on peut commencer à passer au niveau du dessus. Une fois qu'on sait parler, écrire des phrases, on peut écrire des romans si on a envie, on peut essayer, et c'est pas facile, et on peut apprendre à faire ça. Et on peut aussi apprendre sur le monde par soi-même, par sa curiosité, se poser des questions sur le monde et essayer d'y trouver réponse, soit parce qu'on est vraiment malin finalement, parce que des fois c'est pas facile, soit parce qu'on se pose dans la question et en cherchant, en grattant, on finit par trouver le petit chemin qui mène, en passant par le CEA, en passant par l'esprit sorcier et en passant par bien d'autres endroits, parce que je pense que l'accès aux sciences doit être multitâche, multidirection et intégral. Eh bien, on finit par répondre aux questions qu'on se pose sur le monde, à comprendre le monde et à le maîtriser non seulement par les connaissances qu'on en a, mais par la façon dont ces connaissances ont été acquises, qui compte, à mon avis, au moins autant que les connaissances que l'on a sur ce monde, en tout cas du point de vue scientifique. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, et aussi, je le redis, pour me faire le porte-parole, je ne suis pas de loin le seul scientifique qui pratique la diffusion des connaissances scientifiques au CEA. Il y en a énormément, et qui sont tous, évidemment, vous l'imaginez, motivés comme jamais, et qui ont grand plaisir à parler de la discipline qu'ils pratiquent, parce que s'ils y sont, c'est parce qu'ils aiment cette discipline, parce qu'ils aiment la pratiquer, et parce qu'ils ont envie de la transmettre au plus grand nombre, pour que, précisément, tout le monde ait le plaisir de comprendre ce monde. C'est exactement le mot, voilà, c'est le plaisir de comprendre. Il y a un aspect de plaisir de comprendre le monde qui est extrêmement important, qui passe parfois par comme l'escalade. On est content quand on est au sommet, éventuellement, ça a été un peu compliqué pour y arriver, mais c'est pas grave, parce qu'après on se rappellera avec plaisir les difficultés qu'on a eues, parce qu'on a eu grand plaisir en fait à arriver au sommet et dire ça y est, je vois, ça y est, j'ai compris, je vois le grand panorama, je vois, c'est super. Et ça a été dur, mais on y est arrivé, on en est content. Voilà. Mais vous savez que si nous on aime faire ce métier, c'est parce que nous-mêmes on apprend toujours sur des nouveaux dossiers scientifiques. D'ailleurs, beaucoup de journalistes qui travaillent avec nous, parfois, ils ont une formation scientifique, parfois non, mais le but, justement, c'est de partir des questions, de se poser les questions, d'aller chercher les réponses. Et quand on obtient les réponses, en plus, pour pouvoir les présenter aux gens, ça représente quand même une responsabilité, même si on travaille sous contrôle des scientifiques. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir intellectuel. Parce qu'en fait, c'est toujours génial. Plaisant d'expliquer. Moi, j'ai toujours eu grand plaisir à expliquer ce que j'avais mis 20 ans à comprendre. Ah oui. Et alors, je me dis, moi, je suis pas Einstein, je n'aurai pas le prix Nobel, ça c'est une certitude. Mais en revanche, peut-être, parce que je transmets, j'ai l'espoir que quelqu'un, par exemple ce jeune homme, il va dire, j'ai vu le Hooke, ça m'a motivé par des sciences, il est génial, paf, il aura le prix Nobel. Et le jour de sa conférence Nobel, il dira, je me rappelle, il y avait un type chauve et barbu. Et alors lui, il m'a dit, c'était super, et c'est peut-être grâce à lui que j'ai eu le prix Nobel. Eh ben, j'aurais autant de plaisir finalement sur le sabre laser, à réussir ma carrière scientifique. Je l'aurais pense autant réussi que si j'avais vraiment eu le prix Nobel. Si quelqu'un l'avait et disait dans sa conférence Nobel, j'ai vu le Hooke, il était super, ça m'a motivé, et finalement j'ai eu le prix Nobel. Alors là, je serais ravi. Je serais aussi ravi que ça. Donc voilà, on prend rendez-vous. Je vous le souhaite à tous les deux. 30 ans, ça serait super, ça serait super. Donc voilà, c'est ça, c'est ce plaisir de partager. Comme je le disais, les connaissances se multiplient en se partageant. C'est pas quelque chose quand on arrive chacun avec une idée et qu'on échange l'idée, on repart avec chacun 2 idées. Et donc si vous arrivez avec un objet et que je vous donne 5 € pour l'objet, vous repartez à 5 €, je pars avec un objet et vous repartez avec 5 €. On n'a pas à gagner grand-chose finalement dans l'opération. Donc c'est ça la magie des idées en général, et singulièrement des idées scientifiques qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure et de, je vais dire,
l'enchanter pour partie. Moi, quand il fait beau dehors et qu'il y a du soleil, j'avoue qu'avec mon crâne chauve, des fois, ça me fatigue un peu. Mais j'ai double plaisir à voir le soleil, d'abord parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le ciel bleu, et en plus, je comprends comment fonctionne le soleil. Et vous savez en plus pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu, je comprends le soleil. J'ai une vision, c'est comme si j'avais un sixième sens, entre guillemets, parce que je vois, entre guillemets, à travers le soleil, je comprends ce qu'il y a dedans, et j'en comprends la richesse et l'agrément, au-delà de l'agrément simplement du plaisir qu'on a d'avoir le soleil. Et donc, la science, mais pas que la science, mais la science en particulier, nous donne ce sixième sens de voir à travers les choses, parce qu'on sait comment elles fonctionnent, et qu'on peut s'émerveiller du fait que les objets solides, on ne passe pas à travers. Eh bien, on pourrait se dire, oui, parce que c'est solide. Oui, mais il y a une vraie raison derrière tout ça, et que cette vraie raison derrière tout ça, elle est vraiment géniale, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Et donc voilà, s'émerveiller des choses. Et finalement, c'est, quand je parlais de science-fiction tout à l'heure, que moi j'aime la science-fiction depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai ton âge probablement, ou quelque chose comme ça, et j'en lis, et maintenant je l'utilise pour, disons, parler de science, ou pratiquer les sciences. Avant que la science-fiction s'appelle science-fiction, quand c'était encore une littérature à majorité très largement européenne, la science-fiction vient de l'Europe, des Français, des Anglais, Belges, Rosny est né belge, les Français, Verne évidemment, les Anglais, Wells, Poe. Eh bien, la science-fiction, il y avait une littérature qui arrivait là, on ne savait pas trop ce que c'était. Et il y a un auteur qui s'appelle Maurice Renard qui s'est livré à l'analyse de cette nouvelle littérature qui arrivait dans les années au tout début du XXe siècle, en 1908 ou 1909. Il dit comment je pourrais qualifier cette nouvelle littérature qui met de la science dedans et qui en fait quelque chose. Alors à des vertus à l'époque étaient vraiment franchement didactiques. Quand on pense à Jules Verne, il y a des fois il y a une liste, il y a 3 pages de poissons qu'on trouve dans les abysses. Il vous explique les poissons, il vous dit une liste des poissons. Et Maurice Renard a trouvé un vocable, je trouve, assez sympathique pour désigner cette nouvelle littérature qui est devenue ensuite la science-fiction. Il appelait ça le merveilleux scientifique. Et il a donné une définition du merveilleux scientifique que je trouve absolument géniale. C'est la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Donc une alliance un peu d'imaginaire et de science dure, disons, en train de se faire, la science tactile, celle qui marche, et que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement importante, quand on constate que, bien sûr, l'imaginaire joue un rôle extrêmement important dans le travail de chercheurs, mais que c'est un imaginaire qui est guidé, qui est validé par l'adéquation au réel, alors que, bien sûr, la science-fiction fait ce qu'elle veut, elle ne s'embarrasse pas des détails, elle fait absolument ce qu'elle veut. Et donc, ce merveilleux scientifique, moi, je pense qu'il faut garder ça en tête, et que quand on apprend des sciences, quand on comprend le monde, eh bien, on enchante le monde d'une certaine manière. C'est pas la seule manière d'enchanter le monde. Il y aurait la poésie ou plein d'autres situations, mais on enchante le monde d'une certaine manière qui est particulièrement plaisante et que je recommande vivement à toute l'assistance. Je pense qu'ils en sont convaincus. Il y en a que je vois qui ont la banane, qui disent oui, on est d'accord. Et puis à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, et que la science, c'est vraiment un merveilleux moyen de comprendre et de se faire plaisir dans le monde. Merci beaucoup. Vous voulez pas venir faire des conférences pour les enfants régulièrement avec nous ici? C'est cool ça. Bon, on en reparlera. Je ne vais pas vous prendre à témoin devant tout le monde. Oui, après c'est écrit. Après c'est sur Internet. Alors voilà. Là, ça reste sur les sites. Après c'est fini. Exactement. Bon, écoutez, venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Si vous voulez répondre, si vous voulez poser des questions ou si vous voulez répondre à nos questions, on est à votre disposition. Voilà. Merci. J'aimerais me prendre pour Sciences et Avenir. Je voulais savoir, vous avez 3 vidéos thématiques, donc une prête sur la supraconductivité, ensuite domotique, matériaux. Je voulais juste savoir ce qui avait guidé le choix de ces thèmes en particulier. Alors, ce qui nous a guidés dans un premier temps, c'est que avec le CEA, qui, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est de s'adresser aux enseignants et dans certains domaines et de correspondre à des programmes scolaires. Et il semblait qu'il y avait un petit peu une pénurie sur certains sujets qui pouvaient intéresser des profs de ce qu'on appelle de techno. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça a été notre premier choix dans un premier temps. Mais après, on s'est dit qu'on allait partir sur des terrains extrêmement différents. Mais c'est la raison pour laquelle on a choisi ces thèmes-là. Vous parlez de à Ronaldo qu'il fallait qu'il vienne rencontrer des enfants. En tant que professeur de chimie, je voulais savoir est-ce que vous venez dans les collèges, les écoles élémentaires rencontrer des élèves? Moi? Oui.
J'y vais quand je peux, mais moi je suis absolument pas scientifique. Hein. Moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec toute l'équipe de l'Esprit Sorcier ou les journalistes. On est des passeurs. Nous on est des passeurs de science. Mais si un élève me pose une question pointue, je serais bien incapable de lui répondre et j'aurais honte de lui répondre. C'est pas tout à fait. À force de faire des émissions, on peut dire qu'on a acquis une certaine culture scientifique passionnante, mais jamais je me permettrais de donner des explications trop. Mais on y va parce qu'on les rencontre, parce qu'on a envie justement, on a envie de donner l'envie de découvrir les sciences. C'est ça, nous, ce qui nous intéresse. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, parce que je trouve que ça manque parfois, aussi des choses qui permettent de faire découvrir les métiers scientifiques. Ça, il faut. Et pas seulement des grands chercheurs. En faisant C'est pas sorcier, moi j'ai rencontré tellement de gens sur le terrain qui faisaient des métiers passionnants, de réparer un moteur d'hélicoptère. C'est pas simple, un moteur d'hélicoptère avec les pales qui fonctionnent et le vent apparent, etc. C'est hyper... Il faut pas que ça tombe en panne, vous avez raison. Mais de ça jusqu'à un astrophysicien qui se passionne et qui parle pas à la même échelle de temps que nous quand on parle avec eux, évidemment. Donc tout ça c'est passionnant et je pense qu'il faudrait vraiment les faire rencontrer encore plus pour s'émerveiller. Et puis je pense qu'il y a aussi chez le chercheur, il y a le côté labo, mais il y a le côté terrain aussi qui est tellement sympa. Labos, l'idée je reviens sur la science en marche, mais c'est vrai, je pense que c'est beaucoup plus général que ça, c'est faire rentrer les gens dans les labos. Ça se fait à l'occasion des fêtes de la science, par exemple, ou des portes ouvertes qu'il peut y avoir dans les laboratoires. C'est toujours assez fascinant de voir ce que c'est un labo en vrai. Parce qu'on imagine, alors quand on l'imagine dans un film, c'est toujours un peu nickel. Puis même quand c'est à la part de physique, il y a des trucs qui bouent avec des colorés, bref, il y a toujours un peu de chimie parce que ça c'est très visuel. Mais les labos, évidemment, c'est toujours assez stupéfiant quand on voit les strates. Un labo, il faut le voir comme une strate. C'est stupéfiant de voir mais l'ordinateur là, il sert, mais il est vieux, mais il marche encore. Et non, on l'enlève pas parce qu'il fait tourner le truc qui est là et surtout on n'y touche pas. On le changera que vraiment. Et on voit les strates. Il y a une histoire dans la manip que l'on voit et d'être en contact avec ça. Il y a un aspect un peu sale entre guillemets. On se dit oh, putain, c'est pas propre, c'est pas brillant, c'est pas les labos des films. Mais en même temps, c'est là aussi où se fait la science, c'est de réaliser que un labo, être sur le terrain, récolter des échantillons, si on est biologiste, enfin en astro quand on se déplace, voilà, c'est les mains dans le cambouis, c'est de montrer les mains dans le cambouis. Et ça, c'est intéressant aussi de faire rentrer le grand public, les enseignants, les étudiants, dans les labos, voir ce que c'est un labo et voir toute l'air de rien, la minutie qu'il faut pour finalement réaliser une expérience fonctionnelle. On le voit bien déjà dans les laboratoires de physique au niveau du lycée, où c'est déjà même une toute petite expérience. Il faut déjà brancher les câbles, appuyer sur on-off et mettre les prises. Et déjà, ça ne marche pas tout le temps. Et c'est assez élémentaire. Et après, il y a tous les niveaux. Et alors, quand on va dans les labos, je sais pas, les gens qui font à l'école normale les mélas optiques ou tous les labos de laser et tout ça, alors là, c'est des trucs, c'est ébouriffant. C'est ébouriffant. Donc voir le labo en vrai, c'est toujours aussi fascinant que le labo soit la terre entière, si j'ose dire, aller sur le terrain, ou voir le labo, l'enceinte d'un petit laboratoire où on est 4 ou 5 dedans, ou alors, comme mon ami Stéphano, les laboratoires, le Large Hadron Collider, 27 km de circonférence, où là c'est du labo, quoi. C'est pas la petite manip, quoi. Ça commence à être ça. Voilà, là c'est de la grosse manip. Donc de voir tout ça, c'est voir toutes ces échelles, c'est assez fascinant que ça rende ça tactile, quoi, finalement. Bon, eh bien, écoutez, merci. On va vous offrir un petit verre à côté. Pas à nos amis qui sont sur Internet, on est désolé, mais on va trinquer avec vous. On pense à vous, et puis vous pouvez boire un petit coup aussi en pensant en nous. Ce serait très bien. Merci en tout cas à ceux qui ont été de l'autre côté de leur écran de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup le CEA, je remercie beaucoup aussi un certain nombre d'organismes de recherche qui accompagnent l'Esprit Sorcier pour le moment. Ça nous fait chaud au cœur, on s'est lancé il y a 1 an, ça nous aide beaucoup, ça nous apporte vous nous apportez une grande caution, voilà, et puis ça nous donne beaucoup de force et donne beaucoup de force à toute l'équipe pour continuer sur ce projet. Voilà, merci beaucoup.